Depuis 15 mois, la zone euro est entrée dans la tourmente. Crise en Grèce, en Irlande, au Portugal, en Espagne. On a même trouvé un surnom, les PICS. La zone euro tend à se fracturer en deux parties. On parle de plus en plus de l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Alors, comment sauver cette zone euro? Le pacte de compétitivité peut-il encore sauver la zone? Pour en parler aujourd'hui, Christian Saint-Etienne, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, et vous êtes membre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre. Vous avez publié de très nombreux livres. La France est-elle en faillite? Peut-être un peu prémonitoire. Vous avez publié il y a exactement 2 ans, mais vous l'aviez écrit en janvier-février 2009, une première édition de La fin de l'euro. Première édition qui était un petit peu prémonitoire, et je crois que beaucoup de gens à l'époque, dans le monde économique, vous avez traité un petit peu de fou et de dire vous êtes un peu fou et criminel presque de publier un livre pareil. Je note dans cette première édition, que j'ai relue attentivement pour voir si vous aviez trafiqué entre les deux éditions, soit les pays membres de la zone euro trouvent la force de construire les fondements d'un gouvernement économique, soit ils devront se préparer à un éclatement de la zone. Bien, on sent bien qu'aujourd'hui, on est au bord de cette situation, crise après crise, et on va essayer de voir comment on peut en sortir, ou est-ce qu'on peut en sortir. Première question, en lisant votre deuxième édition, mais j'ai bien vérifié que c'était dans la première. Alors, ça l'était? Ça l'était bien, j'ai regardé page par page. Je vois que... Vous faites 3 critiques majeures sur l'euro, 3 critiques quasiment théoriques. Première critique: la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale. Qu'entendez-vous par là? Donc, c'est un concept qui a été développé par les économistes dans les années 60-70. C'est l'idée que si on veut mettre ensemble des pays souverains et faire en sorte qu'ils partagent la même monnaie, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient vérifiées pour que ça ait un sens. Et les conditions à vérifier, c'est qu'il y ait une mobilité du capital et du travail à l'intérieur de la zone qu'on veut doter d'une monnaie commune ou d'une monnaie unique. Et on veut également, il faut qu'il y ait... Alors théoriquement, la mobilité du travail et du capital y est. C'est-à-dire qu'on peut prendre des travailleurs de Carpentras, mécontents, là, ces derniers temps, semble-t-il, oui, et les amener à Hanovre. Alors justement, ce qu'on observe, c'est que la mobilité du travail n'est pas facile en Europe. Pourquoi? Parce que contrairement aux États-Unis, vous avez d'abord des problèmes linguistiques, mais vous avez des problèmes de portabilité des droits sociaux, les droits à retraite. C'est pas, même s'il y a eu des débuts d'harmonisation sur la santé, les autres droits sociaux, allocations familiales et tout ça ne sont pas transportables d'un pays à l'autre. Donc c'est assez compliqué de se déplacer, sauf si vous êtes quelqu'un de très qualifié et qu'on vous offre un doublement de votre salaire. Vous pouvez ignorer les écarts de droits sociaux et de droits fiscaux. Mais sinon, un travailleur basique de Carpentras ou d'Avignon ne peut pas se déplacer aussi facilement en Allemagne. Donc il y a des freins. On n'est pas dans une zone comme les États-Unis. Donc la mobilité du travail est limitée, mais même la mobilité du capital l'est aujourd'hui, puisque les primes de risque sont un prix à payer pour la mobilité du capital. Les primes de risque sont aujourd'hui extrêmement élevées. Elles atteignent 8 à 9 points, c'est-à-dire 8 à 9 points de pourcentage, c'est-à-dire 800 points de base pour un certain nombre de pays. Donc on peut dire qu'il y a eu un recul de la mobilité du capital. Donc mobilité, une des conditions pour une zone monétaire optimale, c'est mobilité du capital et du travail. Elle est de moins en moins vérifiée pour l'Europe, en dépit de tous les progrès qui ont été réalisés. Et pour la mobilité du capital, on est même en recul. Pour avoir une zone monétaire optimale et pour mettre en place une monnaie, il faut également mettre en place un État fédéral. Et il faut avoir donc un budget qui permette des redistributions entre les États. Alors ça, c'est votre deuxième critique. La zone monétaire européenne, la ZMO en quelque sorte, n'est pas un État intégré. Alors, justement, pour bien comprendre les problèmes de la zone euro, regardons ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez aux États-Unis 50 États, comme nous sommes 17, eux ils sont 50 à partager la même monnaie qui est le dollar. Mais au-dessus de ces 50 États, il y a un État fédéral qui a un budget qui, selon les années, varie de 15 à 18 points du PIB américain et qui fait une redistribution énorme à l'intérieur des États.
Et il y a des calculs récents qui viennent d'être faits qui montrent que entre un État qui va bien et un État qui va mal, la redistribution par le budget fédéral représente 60% de l'écart entre ceux qui vont bien et ceux qui vont mal. 60% aux États-Unis. Voilà, ce qui est énorme. Donc, si vous voulez, à l'intérieur de l'Europe, vous avez aujourd'hui des niveaux de développement qui sont très différents et vous avez des rythmes de développement qui sont très différents. En l'absence d'un gouvernement fédéral et en l'absence d'un budget fédéral, si vous avez... Donc le seul budget européen que nous avons, c'est celui de Bruxelles, voilà, qui représente un point de PIB, un point de PIB. Et surtout qui ne doit pas être confondu avec celui du budget de la zone euro. Hein, ce dont on parle ici, c'est un budget spécifique à la zone euro. De mon point de vue, il serait optimum de geler le budget de l'Union européenne à 0,5 point de PIB et de doter la zone euro d'un budget propre de 5 points de PIB, pour donner les ordres de grandeur. Parce que le budget européen, aujourd'hui, une grande partie est gaspillée, alors que si on crée un budget de la zone euro, parce que les pays de la zone euro partagent la même monnaie, les mêmes taux d'intérêt, les mêmes taux de change, les mêmes orientations politiques de moyen terme, si on avait un budget de 5 points de PIB, on pourrait faire des plans d'infrastructure, on pourrait faire des universités européennes de la zone euro, on pourrait avoir des investissements massifs en recherche et développement. Donc tout ça n'est pas possible dans le système actuel. Donc pas de solidarité budgétaire dans la zone euro, budgétaire, mais par contre une concurrence sociale et fiscale. Alors, c'est le troisième point qui est absolument majeur. Donc, ce n'est pas une zone optimale, il n'y a pas de solidarité budgétaire. Non seulement il n'y a pas de solidarité budgétaire, mais la concurrence fiscale et sociale est d'une extrême violence. Et de mon point de vue, les problèmes de compétition de la France dans le monde, c'est... il y a eu des études du CAE qui montrent que la détérioration de notre solde commercial est liée à hauteur de 3 à 4% à la délocalisation des emplois vers la Chine et l'Inde. Mais l'essentiel des problèmes de la France, ce sont ceux qui sont liés à cette compétition fiscale qui conduit à une délocalisation de la valeur ajoutée ou à une moindre localisation. Une grande partie de l'industrie qui est en Irlande est liée parce que le taux d'IS est à 12,5. Si le taux d'IS en France était à 15%, une grande partie de ces activités viendrait s'installer en France. Parce que vous parlez de l'Irlande, mais quand on regarde le commerce extérieur français, la dégradation se fait surtout vis-à-vis de l'Allemagne, en fait. Alors, il y a une dégradation spectaculaire depuis 12 ans. Nous avons perdu un tiers de nos parts de marché à l'exportation et au plan mondial, donc mesuré par l'OCDE. Et si on prend la part des exportations de la France à l'intérieur de la zone euro, nous avons perdu entre 20 et 25% de nos parts de marché, selon le point de départ qu'on retient. Si vous voulez, si on mesure nos parts de marché comme la part de nos exportations dans les exportations de la zone euro, elles ont baissé de l'ordre d'un cinquième. Et donc, nous avons une détérioration, y compris à l'intérieur de la zone euro, qui est liée notamment au fait que les Allemands aient fait le choix d'un modèle industriel et exportateur, alors que nous avons fait le choix d'un modèle fondé sur la consommation et les loisirs. C'est la concurrence sociale avec l'Allemagne, avec l'agenda 2010, les lois Hartz, qui explique le différentiel de compétitivité? Si vous voulez, en 1995, l'Allemagne avait un problème de compétitivité comme nous, mais ils ont fait pendant 15 ans un effort pour reconstruire l'Allemagne site productif, le Standard Deutschland. Ils ont fait des efforts continus sous tous les gouvernements, l'essentiel des efforts ayant été fait d'ailleurs par le chancelier Schröder, dont je pense que la place dans l'histoire sera fortement réévaluée, puisque en fait Mme Merkel... Chancelier social-démocrate, rappelons-le. Voilà, absolument. Puisque Mme Merkel a fait essentiellement que gérer l'héritage de Schröder, en rajoutant donc la mesure essentielle de 2007, qui est la hausse de 3 points de TVA, pour 1 point financer les baisses de cotisation chômage d'une part, et à hauteur de 2 points pour financer la baisse de l'impôt sur les sociétés. Donc l'Allemagne, en 2007, rejoint le camp des pays qui font de la compétition fiscale. Et la France reste le dernier pays qui est hors de cette compétition fiscale. Comme il nous reste encore un petit peu d'économie, nous sommes la dinde qui est posée sur la table. Et par la compétition fiscale, tout le monde vient découper des morceaux de viande
pour se servir, puisque la compétition fiscale vise à délocaliser la valeur ajoutée de la France vers les pays voisins sous l'effet de cette compétition fiscale qui, pour moi, représente 90% des problèmes de compétitivité de la France. Alors, la période d'euphorie financière 2004-2008 a un peu masqué les problèmes, puisque un certain nombre de pays, vous avez cité l'Irlande, mais on pourrait citer l'Espagne, et pourquoi pas la France, ont une stratégie un petit peu opportuniste, ont laissé se dégrader leur commerce extérieur, mais arrive aujourd'hui, avec la crise depuis 2008, l'heure de vérité. Et on s'aperçoit qu'alors qu'on pensait que la zone euro allait conduire à une convergence des économies, on a plutôt assisté à une divergence des économies avec 2 zones euro finalement. Alors une divergence brutale, beaucoup plus rapide que ce qu'on imaginait, avec une zone nord centrée sur l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche, qui a un excédent extérieur durable depuis plusieurs années de ses comptes, qui est de l'ordre de 4 points de PIB, et une zone sud centrée sur France, Italie, Espagne, Portugal, qui a un déficit de l'ordre de 4 points de PIB, donc plus 4 au nord, moins 4 au sud. Mais surtout, les pays du nord, c'est une des raisons de leur performance, ont choisi un modèle industriel de développement, alors que les pays du sud se sont fortement désindustrialisés. Pour travailler sur ce livre et sur un autre qui sort en même temps sur la réforme fiscale, je suis allé regarder dans les statistiques Eurostat exactement le poids de la valeur ajoutée industrielle depuis une douzaine d'années. Et j'ai été stupéfait d'observer que la France était le pays dont la part de valeur ajoutée de l'industrie dans le PIB avait le plus baissé. Donc on a perdu, la part de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB a baissé de 28% en 10 ans. Donc c'est un effondrement de notre système industriel. Ça se traduit notamment, par exemple, de façon spectaculaire dans l'automobile, où en 2000, nous produisions 5 millions de voitures, 2 tiers en France, 1 tiers à l'étranger. On produit un tout petit peu plus, les constructeurs nationaux produisent un tout petit peu plus que 5 millions de voitures, mais aujourd'hui, c'est 2 tiers à l'étranger, 1 tiers en France. Donc il y a eu, alors que l'Allemagne a fait des choix totalement différents, ils ont fait le choix, au contraire, de continuer de produire en Allemagne, même si c'est à partir de pièces qui sont importées de Tchéquie ou de Pologne ou de Slovaquie. Donc on a fait des choix très différents de modèles industriels. Et donc, ça, ce que vous évoquez, c'est le tropisme de l'Allemagne d'aller vers l'Est. Oui, et donc on a aujourd'hui une différence de modèle de développement économique avec des performances très favorables du modèle industriel exportateur choisi par l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, alors que le modèle consommateur et loisir du Sud, surtout France-Espagne, moins l'Italie, mais le modèle l'Italie qui va d'ailleurs marginalement mieux que la France, contrairement à tout ce qu'on dit, puisque d'abord l'Italie, le déficit public italien lui donne un solde primaire à l'équilibre, alors que nous, on a toujours un solde primaire déficitaire. Et puis, l'essentiel de la dette publique italienne est détenue par les Italiens, alors que nous, 70% de la dette publique française est détenue par des fonds étrangers, ce qui nous rend extrêmement sensibles à l'opinion des investisseurs étrangers. C'est pour ça qu'on certainement évoqué à un moment ou à un autre les risques futurs sur la zone euro, mais la part très élevée de détention de la dette publique française par des investisseurs étrangers. Ça a été une volonté publique, que la dette publique soit détenue par des non-résidents. Bien sûr, c'était plus qu'une volonté publique, c'était un brevet de bonne gestion que les hauts fonctionnaires de Bercy s'attribuaient en disant, voyez, on est bien coté au plan international puisque tout le monde va acheter notre dette. Mais maintenant, on est piégé par ça. Et maintenant, on est totalement piégé par cette réalité. Alors, 2 zones euro, la zone nord excédentaire, en simplifiant un petit peu, la zone sud déficitaire, mais globalement, une zone euro qui est équilibrée. Ça devrait bien s'entendre tout ça, puisque finalement les déficits des uns font les excédents des autres. Oui, ça marcherait si nous étions sur le point de passer à un État intégré. Si effectivement il y avait un État fédéral et un budget fédéral comme aux États-Unis, aux États-Unis, vous avez des zones déficitaires et des zones excédentaires qui s'équilibrent. Enfin, en l'occurrence, aux États-Unis, le net est encore déficitaire, mais vous avez des États américains qui ont un excédent de leur balance courante. Et vous avez donc des États américains sur les 50 qui ont des déficits courants, la somme étant déficitaire. Mais nous, la somme est équilibrée. Alors, la zone euro n'est pas les États-Unis, il y a les différences de langue, de culture, etc. Que peut-on faire pour réformer la zone euro et pour que ça fonctionne? Alors, si on regarde l'avenir,
hein. Si on se fonde sur le diagnostic, est-ce qu'on sent les prémices de l'élaboration d'un État fédéral et d'un budget fédéral? La réponse est strictement non. Le président français a à plusieurs reprises appelé les pays membres de la zone euro à mettre en place un gouvernement économique qui n'a rien à voir avec la gouvernance. On est entré dans des exercices dits de gouvernance économique qui sont en fait des exercices de gouvernance punitive, c'est-à-dire que ce qu'on appelle gouvernance en Europe, c'est l'ensemble des règles qui vont conduire à punir, et on est en train de discuter de la nature des punitions qui seront infligées aux États qui ne reviennent pas à l'équilibre, alors qu'un gouvernement économique, c'est justement jouer de la synergie entre les différents États pour mener une politique dynamique pour l'avenir. Il y a tout de même une contradiction logique. Tout le monde ne peut pas être excédentaire dans la zone. Oui, non, mais tout le monde ne peut pas être excédentaire. Et si nous... Donc la solution, c'est peut-être que l'Allemagne réduise volontairement ses excédents. Si nous avions un État fédéral, ça n'aurait pas d'importance. Il suffirait que l'État fédéral soit excédentaire au total. Mais la stratégie qui est choisie actuellement de gouvernance punitive vise à faire en sorte, au fond, l'Allemagne dit, vous voyez, le modèle industriel exportateur m'a réussi, faites comme moi, pour faire court. Le problème de l'Allemagne, c'est que si par miracle la zone sud, un coup de baguette magique, se mettait à adopter le modèle industriel exportateur de l'Allemagne, à ce moment-là, l'ensemble de la zone euro deviendrait une zone dépressionnaire, puisque tout le monde chercherait à avoir un excédent extérieur, ce qui conduirait à casser la demande interne dans la zone sud, qui est en fait la source d'exportation de l'Allemagne. Donc l'Allemagne aurait beaucoup plus de difficultés à exporter, mais l'ensemble de la zone euro deviendrait une zone dépressionnaire au plan mondial. On représente quand même encore un 1/5 du PIB mondial. Si on se mettait tous à avoir une politique comme l'Allemagne, actuellement on a pour l'ensemble de la zone euro une balance courante équilibrée. Si on faisait comme l'Allemagne, l'ensemble de la balance courante de la zone euro serait excédentaire de 4 à 5 points de PIB, et du coup, on se retrouverait dans une situation comme la Chine. Comme la Chine. Voilà. Et on aurait deux zones excédentaires mercantilistes, en quelque sorte. Et donc, on demanderait aux États-Unis d'être la contrepartie de ces deux zones, ce qui serait absolument insensé au plan mondial. On pourrait néanmoins l'imaginer, que les États-Unis impriment du dollar, soit archi-déficitaire et deux grandes zones excédentaires dans le monde, le Japon étant désormais exclu. Si ce n'est qu'à ce moment-là, il faudrait qu'on signe corrélativement un contrat avec les États-Unis, qui serait signé par les Chinois et les Européens, selon lequel toutes les balances dollars qu'on accumulerait en contrepartie, on s'engagerait à les mettre uniquement en bons du Trésor des États-Unis. Les États-Unis certainement signeraient ce contrat. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout d'accord si on utilisait ces balances dollars pour racheter les entreprises américaines. Bon, ça serait la situation coopérative idéale. Donc, dans cette situation qui est purement non coopérative dans laquelle l'Allemagne veut nous amener, on irait vers une situation qui serait catastrophique pour la planète, mais même pour l'Allemagne. Donc il est certain qu'on n'ira pas dans cette direction, et donc on peut s'interroger sur la pérennité de la zone euro. Alors, que se passera-t-il, ou que va-t-il se passer s'il n'y a aucune réforme? S'il n'y a aucune réforme, il faut à ce moment-là commencer à réfléchir à la nature de la crise. Premier élément, il n'y aura pas, c'est ma conviction profonde, de réforme à froid. Les enjeux sont tels qu'aucun politique n'entrera dans une réforme à froid. Parce qu'une réforme à froid ou une sortie des pays du Sud de la zone euro est impensable, parce que les pays faibles, c'est le point clé, les pays faibles ne peuvent pas sortir de la zone euro, c'est un piège mortel pour eux, parce que si vous sortez, votre dette externe est réévaluée massivement. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Allemagne recrée le Deutschmark? Alors justement, donc il y a deux points, si vous voulez, pour imaginer le moment. Ma conviction, c'est qu'on arrive vers un moment de vérité. Et pour imaginer ce moment de vérité, il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est que toutes ces décisions ne seront pas prises à froid, mais à chaud, parce qu'aucun homme politique peut assumer politiquement des décisions prises à froid, parce que ça a des conséquences majeures. Et le deuxième élément, c'est que les pays faibles ne peuvent pas sortir. Donc, il faut imaginer un moment de crise extrême dans lequel, tout à coup, l'Allemagne décide de sortir, puisque c'est le seul pays qui peut sortir, en réalité. Alors, imaginons un instant, faisons un exercice... ou crise politique, vu voilà, faisons un exercice de politique fiction. Toutes ces crises sont toujours un soir à la fermeture des marchés, ou un week-end, si on a tenu jusqu'au vendredi soir. Donc, premier scénario...
hein, une crise extrêmement violente est intervenue sur les marchés financiers. Il est 23h30, les avions des ministres des Finances sont en train d'arriver à Bruxelles. Ils vont commencer une réunion qui est prévue à minuit et ils ont jusqu'à 3h du matin pour trouver une solution. Donc il faut se mettre dans cette position-là. En 3 heures, en milieu d'une nuit, en conjonction avec leur chancelier et président, ils doivent accoucher d'une solution pour le lendemain matin, sinon c'est l'équivalent pour un dimanche. Et donc quel est le scénario le plus prévisible? À un moment donné, la digue fondamentale, c'est l'Espagne, qui va un tantinet mieux actuellement, mais dont on peut se poser des questions sur le modèle à moyen terme, puisque la croissance de l'Espagne prévisible pour les 2 prochaines années est nulle. Donc avec un taux de chômage qui est déjà au-dessus de 20%. Et par ailleurs, juste derrière, il ne faut pas qu'on fasse les fiers, parce que la situation française n'est pas bonne. On a un déficit public historique, 6 points de PIB de déficit structurel. Aucun des grands responsables politiques français qui annonce une solution de quelque mesure que ce soit. Et si l'Italie va un peu mieux, malgré tout, l'Italie a une énorme dette. Et puis vous disiez tout à l'heure, 70% de nos dettes détenues par les non-résidents. Et en plus, nous avons une détention étrangère de notre dette nationale. Donc, imaginez le scénario. À un moment donné, donc, dans 6 mois, dans 18 mois, les marchés se disent « mais c'est impossible ». Les écarts de performance entre la zone nord et la zone sud ne sont pas tenables. Et ils commencent à attaquer la dette espagnole. Mais il faut voir qu'à partir du moment où on attaque la dette espagnole, la France et l'Italie vont être attaquées en même temps. Donc on va attaquer les 3 dettes. Et donc qu'est-ce que c'est qui déclenche ce rendez-vous de Bruxelles, nuitamment, où à minuit, tous nos ministres sont ensemble? C'est que tout à coup, les 3 pays clés de la zone euro sud, France, Italie, Espagne, voient leur prime de risque monter à 300, 400, 500 points de base, et ça peut aller extrêmement vite. Et donc on se retrouve à Bruxelles. Et quelle est la nature de la question qui est posée? Vous avez aimé la Grèce et l'Irlande, ça a coûté à l'Allemagne 30 milliards d'euros. Vous allez adorer la situation en Italie, Espagne, France, puisque cette fois, d'après les calculs qu'on peut faire, c'est au moins 2000 milliards d'euros qu'on va demander à l'Allemagne. Puisque les fonds qu'on a construits, ils comprennent actuellement une part très importante de garanties françaises. Mais si la France est engagée dans la crise, on ne peut que se retourner vers l'Allemagne. Et là, on n'a pas les moyens de dire l'Allemagne paiera. Alors, on se retourne vers l'Allemagne et on dit au ministre des Finances allemand qui est là, maintenant il est 1h30 du matin, bon, ben, mon garçon ou ma fille, c'est 2000 milliards, comment on fait, hein? Sinon, la zone euro explose. Eh bien, il regarde les gens en face de lui et il dit tout simplement, bah, écoutez, moi je vais sortir de la zone euro et je ne paierai pas les 2000 milliards. Je rappelle que la part allemande pour les aides qui ont été données à la Grèce et l'Irlande, c'était une 30aine de milliards d'euros. On a vu le choc politique que ça a provoqué. On a vu les résultats électoraux de Mme Merkel dans les derniers jours. Donc, on se retrouve avec une situation où l'Allemagne dit « je sors ». Quel est le risque de l'Allemagne? C'est une réévaluation de 15 à 20%. L'Allemagne peut parfaitement se permettre de faire face à une réévaluation de cette ampleur. À la limite, elle traitait l'Europe centrale comme une succursale qui faisait des pièces intermédiaires réimportées en Allemagne sur lesquelles elle mettait le Made in Germany. Mais l'Alsace-Lorraine et l'Est de la France vont pouvoir servir de deuxième zone d'appoint pour l'industrie allemande. On va s'intégrer dans le système productif allemand. L'économie de bazar s'élargit. Voilà, donc en Allemagne, ils mettront juste le tampon qui leur permettra de conserver une balance courante fortement excédentaire. Bon, ils ont un excédent extérieur de 5 points, 4-5 points. Mettons qu'ils tombent à 1,5 point, 2 points pendant quelques temps. Franchement, c'est nettement mieux que de sortir, de faire un chèque de 2000 milliards d'euros. Alors, tout le monde dit « oh là là, horreur absolue ». Mais continuons de réfléchir. Donc l'Allemagne sort avec les Pays-Bas, l'Autriche, peut-être la Finlande. Un cas d'école va être posé à la Belgique. Est-ce qu'elle sort avec la zone nord ou est-ce qu'elle reste avec la zone sud ou est-ce qu'elle se coupe en deux? Donc il y aura un cas, j'ai discuté ça avec les Belges, ils disent toujours alors la Belgique, je dis je vous laisse vous débrouiller. Et donc vous avez cette zone nord et vous avez la zone sud. Alors 2 scénarios. Parce que tout le monde dit c'est la fin de l'Europe. Pas du tout. Il y a 2 scénarios. Ensuite, chacun attribue la probabilité qu'il veut à ces 2 scénarios. Pour une fois, la France est intelligente et fait un peu d'action stratégique. Si l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche sortent, et si à ce moment-là, on prend
appuie sur cette crise qui sera majeure sur le plan politique pour dire aux Français, bon, maintenant c'est fini, il faut se mettre au boulot, puis il faut payer des impôts. Donc, si on prend des mesures et puis il faut couper massivement dans la dépense. Donc, un plan d'ajustement où, au moment où la crise se fait, on coupe 2-3 points du déficit public. Par ailleurs, une dévaluation de 15%, il nous reste encore un peu d'industrie, donc l'économie française peut très vite aller beaucoup mieux. Et donc, on devient la référence de la zone sud. Si on n'est pas trop stupide pour une fois, on peut proposer que deux monnaies, 2 banques centrales. On peut proposer que la banque centrale de la zone sud se mette à Paris, ce qui consolide notre place financière. On met en place un renforcement du pacte de stabilité, parce qu'on dit aux pays du Sud, oui, si on vient avec vous, c'est pas pour faire n'importe quoi. Donc on donne une crédibilité à la zone sud et on devient le pays de référence de la zone sud. Si à ce moment-là, la France, pays de référence de la zone sud, et l'Allemagne, pays de référence de la zone nord, font un accord politique, on peut même imaginer que l'Europe soit renforcée. C'est-à-dire qu'au lieu d'être aujourd'hui continuellement fragilisée, à partir du moment où elle a introduit un système de flexibilité en ayant un taux de change à l'intérieur de la zone euro actuelle, on a une économie beaucoup plus résiliente qui retrouve un dynamisme. Parce que la zone sud, il faut bien voir qu'elle a 200 millions d'habitants. Une zone sud qui, après un plan d'ajustement, redémarre. Il faut voir que c'est la première zone d'exportation de l'Allemagne. Or, continuons le scénario, imaginons une zone sud qui va mieux après un plan d'ajustement, 18 mois ou 2 ans après. Qu'est-ce que ça veut dire, une zone sud qui va mieux? Ça veut dire que les PME vont mieux. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les PME vont mieux? Elles investissent. Elles investissent avec quoi? Avec des machines fabriquées par l'Allemagne. Donc l'Allemagne exporte davantage de machines dans la zone sud. Et une économie de la zone sud qui va mieux, c'est des PME qui vont mieux, donc des patrons de PME qui vont mieux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de bagnole. Qu'est-ce qu'ils achètent? Des voitures allemandes. Donc en fait, l'Allemagne, très rapidement, surmonterait la réévaluation de 15 ou 20% du marché. On pourrait en parler. Et donc on peut imaginer que c'est un scénario qui peut être gagnant-gagnant, sous réserve que la France mène une politique intelligente. Christian Saint-Etienne, on pourrait en parler très longuement, mais l'heure tourne. Vous décrivez les 3 scénarios possibles dans votre livre. La fédéralisation de la zone euro, c'est-à-dire que l'Allemagne paie, mais vous n'y croyez pas vraiment. Le scénario sparadrap, c'est-à-dire qu'on scotche à gauche, on scotche à droite, on met des rustines, mais à terme, c'est ce qu'on fait depuis 2 ans. À terme, ça éclate. Et donc, finalement, le scénario auquel vous croyez le plus, c'est un éclatement raisonné de la zone euro en 2 grandes zones. Reste à savoir s'il existe un homme politique ou une femme politique en France qui est prêt à se battre pour ce scénario. Alors, je reviens à ce que je disais. Personne ne va le revendiquer. Ça se fera naturellement, entre guillemets, par la sortie de l'Allemagne au cours de cette nuit de décision qui viendra. Ça sera une décision à chaud. Et c'est l'hypothèse rêvée pour des Français, des Italiens, des Espagnols. C'est les Allemands qui prendront la décision. Donc on pourra s'appuyer sur le fait que c'est les Allemands qui sont sortis. On dira, voyez, ils sont sortis, ils ont voulu nous laisser résoudre nos problèmes ensemble. Donc si à ce moment-là, on a à la tête de la France des gens pas stupides, ils utiliseront ça pour faire accélérer les réformes dans notre pays et faire éventuellement une réforme fiscale qui pourrait faire en sorte que le pays redevienne compétitif. Donc un mot simplement sur ce sujet. Moi, je distingue toujours dans mes travaux ce que j'appelle, en philosophie des sciences, on appelle l'analyse positive de l'analyse normative. Moi, sur le plan normatif, je suis un fédéraliste européen, je suis favorable à des États-Unis d'Europe. Mais en tant qu'universitaire, qui fait des analyses positives, c'est-à-dire qui regarde le monde tel qu'il est... En analysant les rapports de force. En analysant les rapports de force, je suis obligé de conclure aujourd'hui que la probabilité de ce scénario de sortie de l'Allemagne dans le cadre d'une crise à chaud avec réévaluation concomitante du mark, donc la probabilité d'une sortie de l'Allemagne avant 3 ans, allez, je me mouille, la probabilité d'une sortie du mark de la zone euro avant 3 ans est aujourd'hui au-dessus de 60%. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait des budgets de développement pour son entreprise à 3-5 ans et qui n'intègre pas une hypothèse de scénario de sortie de l'Allemagne de la zone euro avec les conséquences que ça aura, ne fait pas un travail sérieux. Christian Saint-Etienne, merci. Merci.